Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h, 18h, 20h, temps universel. Et si le massacre de Kumba était le dernier spectacle effroyable dans la crise qui sévit dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, un vœu partagé par la grande majorité des Camerounais qui, au lendemain des événements de Kumba, reprennent en cœur cette formule: plus jamais ça. 4 ans que la crise dure et 3 ans que les armes ont commencé à crépiter. Beaucoup de morts sur le carreau, nos forces de défense et de sécurité, des civils et ceux qui ont pris les armes contre la République. Beaucoup de déplacés internes et de nombreux réfugiés dans le Nigeria voisin. Pour sortir de la crise, le président de la République a convoqué en septembre-octobre 2019 un grand dialogue national dont l'une des principales recommandations reste le statut spécial conféré aux 2 régions en crise. Avec le massacre des élèves du Kumba, les Camerounais s'interrogent: à quand la fin? Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est l'édition du vendredi, la grande édition d'information présentée cette fois par Julien Berthe Bissaï, tout de suite après le débrief du journal et tout de suite le fait du jour. Kumba, au nom de quoi? Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Eric Yobi. Bonsoir Eric. Bonsoir. Permettez que j'adresse un salut spécial à nos sœurs et frères du nord-ouest et du sud-ouest. Merci. Serge Mébikoy, bonsoir. Bonsoir, c'est Jean Outou. Je salue singulièrement tous les téléspectateurs de Equinox Télévision et singulièrement nos amis camerounais qui sont au niveau de la gare routière du Gabon. Ils nous suivent régulièrement. Okay. À côté de vous, Edmond Kouyaté. Bonsoir Edmond. Bonsoir Serge Alain. Permettez que je m'incline devant la mémoire de tous ces enfants atrocement et brutalement arrachés à la vie alors qu'ils allaient à la quête du savoir. Le savoir qui nous permet, nous tous, de nous rassembler ici ce soir. Merci Serge Alain pour l'invitation. Voilà. Bombo Kiepga, bonsoir. Bonsoir Serge. Bonsoir à tous les co-panélistes. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Et nous sommes vraiment en deuil et c'est triste. C'est triste. Je commence effectivement par vous, Mbambok. Quelle interprétation au niveau, je vous reçois ce soir en tant qu'autorité traditionnelle, hein? Comment cet acte-là est perçu par l'autorité morale que vous êtes, traditionnelle? Alors, quand je dis que c'est triste, ça veut dire que c'est vraiment triste. Vous savez, pour ceux qui ont suivi l'actualité des actualités, je préfère le dire ainsi, il y aurait eu une autorité religieuse qui aurait demandé qu'on révise la Bible. Et dans cette Bible, il est écrit quelque part que l'homosexualité est condamnée par Dieu. Et vous savez, le Covid, je préfère le dire le Covid, pour lutter contre le Covid, on conseille de manger beaucoup plus les aliments alcalins, c'est-à-dire acides. Et vous savez que quand on prend beaucoup d'acide pour les femmes, cela favorise la génération des garçons. Ça veut dire que notre monde, dans les 50 prochaines années, risque d'être peuplé que des hommes. Ça, c'est dangereux. Quand nous revenons donc à ce qui s'est passé par exemple à Kumba, les gens qui boivent du sang s'accordent à laisser des choses comme ça passer. C'est pour ça que nous, autorités traditionnelles, parce que nous sommes au-dessus de tout cela, nous devons prendre nos responsabilités en main. Nous devons prendre nos responsabilités en main. C'est pour cette raison même que je profite de votre plateau pour dire que les Bambombok du ma confrérie Matou vont se réunir le 19 novembre pour parler de beaucoup de choses, entre autres, parce que le temps est grave. Ils vont se réunir dans le village Mabingue, dans l'arrondissement de Maton. C'est grave. Nous devons prendre nos responsabilités en main.
Voilà. Par rapport à ce qui Par s'est rapport- passé à Kumba ou bien sur Parce la que- situation du Cameroun? On va parler de Kumba, mais la situation générale du monde est grave, est très grave. Si nous ne nous levons pas, et je dis encore une fois de plus que nous sommes au-dessus des francs-maçons, des rosicruciens, nous sommes au-dessus de tout cela. Et si nous ne prenons pas nos responsabilités en main, mais le monde est gâté et nous devons sauver le monde. Et ça, je le dis avec autorité. Je sais de quoi je parle. Kumba, c'est une goutte d'eau. Et nous allons en parler aussi. Voilà, je reviens à vous, parce que la semaine dernière, on a parlé des écarts. J'avais bien souhaité que vous soyez sur ce plateau. On va faire cette petite virgule. Dites-moi, Edmond Katé, au nom de quoi les enfants peuvent-ils payer ce prix-là? La guerre du Nozo. Serge Alain, ni une cause politique, ni une cause économique, je vais dire, il n'y a aucune cause, il n'y a rien qui puisse justifier un tel niveau de barbarie, un tel niveau d'atrocité. Voyez-vous, le ciel camerounais depuis samedi est chargé d'émotions. Il y a comme une épaisse couche de ténèbres qui a recouvert le ciel camerounais et nous pleurons. Non, ils trouvent que nos pleurs ne sont pas sincères. Ils peuvent le dire pour ceux qui ne savent pas, je vais dire, ce que ça fait de perdre un enfant. Ils peuvent le dire. Pour ceux qui ne savent même pas ce que ça fait de perdre un enfant, oui, mais dans quelles conditions? Avec une telle atrocité, avec une telle violence, une telle barbarie, il ne vous a pas échappé qu'une maman avait à elle seule 3 ou 4 de ses enfants et qui, en apprenant la nouvelle, elle a choqué et elle s'en est allée. Serge Alain, rien, je dis bien rien, aucune cause ne peut justifier une telle barbarie. Je voudrais convoquer 2 anecdotes pour vous expliquer. Vous savez, le nazisme, ça a été l'un des pires moments, l'un des pires systèmes que l'humanité ait connu au XXe siècle. Mais je vais vous raconter, je suivais un documentaire pour vous dire la force qu'incarne, la puissance qu'incarnent les enfants. Je voudrais vous raconter une anecdote que j'ai suivie dans un documentaire. C'était un officier, c'était un juif qui est en train de fuir avec sa femme et ses enfants et il tombe en panne, il gare sa voiture sur le bas-côté et il y a un cortège d'officiers allemands justement qui passe par là et il sort, il demande à sa femme et à ses enfants d'aller se cacher dans le capot. Il sort en leur disant ils vont me prendre mais vous pouvez continuer. Et quand il sort, quand l'officier allemand demande aux soldats de le fouiller, il lui demande il y a quoi dans la voiture, il lui dit, il leur fixe et lui dit il y a ma femme et il y a mes enfants, il y a ma fille. Et justement, et on envoie le soldat, on l'avait déjà fait asseoir et on envoie le soldat aller fouiller la voiture. Et quand on ouvre le capot, on découvre qu'il y a une femme très apeurée et qui avait dans ses bras une fillette aussi très apeurée. Et quand elles sont sorties, l'officier allemand les a fixées du regard. Il a demandé à son soldat, va prendre 3 rations K. C'est comme ça qu'il a dit. Il va prendre 3 rations K et tu apportes. Il a pris les 3 rations. Il a demandé de donner à la femme. Il a sorti une plaquette de chocolat dans sa tenue. Il a remis à la jeune fille lui-même. Il a souri. Il a demandé, laissez-les partir. Les autres se sont indignés, mais on devrait au moins l'identifier. Il a dit, laissez-le partir avec sa fille. Il a insisté, laissez-le partir avec sa fille. Je parle bien là des officiers allemands qui étaient à la poursuite des Juifs. Cet homme, on ne l'a pas laissé partir
pour rien, mais on l'a laissé partir à cause de sa fille. Ça, c'est une anecdote que je vous raconte pour vous dire que même dans les pires systèmes, les systèmes les plus inhumains, il y a quelque chose qui est sacré, c'est la vie des enfants. Il y a autre chose qu'on me racontait, cette fois c'est mes grands-parents qui ont vécu le maquis, qui me racontaient, qui me disaient qu'à chaque fois qu'ils arrivaient à un checkpoint où il y avait les maquisards, on mettait les femmes qui portaient les enfants d'un côté et les autres de l'autre côté. Et ils finissaient par me dire que les femmes qui avaient obligation de traverser le checkpoint et qui n'avaient pas d'enfants étaient obligées d'aller emprunter un enfant à leur coépouse qui leur servait de green card, de visa. Parce que forcément, avec un enfant, les maquisards ne te retenaient pas et ils ne te brutalisaient pas. Tout ça, c'est pour vous dire que si à ces pires moments, les gens ont compris qu'il fallait respecter la vie des enfants, comment est-ce qu'en plein 21e siècle, les gens, parce qu'ils estiment qu'ils défendent une cause, je ne sais laquelle, doivent sacrifier la vie des enfants? Serge Alain, faites un flashback. Regardez quand vous aviez entre 8 et 10 ans, quand vous gambardiez, je ne sais pas, dans les rues de je ne sais quel village. Dites-vous que si on vous avait ôté la vie, le monde ne serait pas en train, tous ceux qui chaque soir en ont fait un devoir de rester devant leur petit écran, parce qu'au-delà des débats que nous faisons ici, il faut dire qu'il y a une touche singulière qui est la vôtre, qui les fascine. Ils n'auraient pas eu ça si on avait ôté la vie à Serge Alain Autou. Ils n'auraient pas entendu ma voix si on m'avait ôté la vie pendant que je gambardais dans les rues de Banjoun de Kribi, là où j'ai grandi. Ils ne m'auraient pas eu. Et donc, je dis, rien, absolument rien, ne peut justifier qu'on, n'est-ce pas, commette des actes de telles atrocités sur les enfants. Et ce soir, permettez-moi, j'ai envie de m'adresser à certaines personnes, parce que on dit permettez donc aux autres, hein. Je vais passer la parole pour ce message-là. D'accord. Voilà. Éric Gambé, pour vous, on a vu, comme il a dit, hein, les femmes et les enfants sont, on ne va pas dire sacrés, mais depuis un certain temps, sur le théâtre de la crise anglophone, on a vu les images de Florence Ayafor qui continuent, et il n'y a pas longtemps, une autre encore dans le sud-ouest. Maintenant, ce sont les enfants. Comment comprendre ça? Malheureusement, cette situation de samedi nous rappelle que le Cameroun est en guerre. Et ces images effroyables, choquantes, nous rappellent qu'effectivement, la guerre est au milieu de nous. Concernant la lutte ou la guerre contre Boko Haram, de même que celle au nord-ouest et au sud-ouest, dans la construction de l'imaginaire populaire, on s'est dit non, ce sont deux guerres qui sont loin. C'est peut-être au Cameroun, mais c'est loin de nous. Certainement, nous ne serons pas touchés. C'est la construction qui a été faite jusqu'ici. Mais avec ces images violentes de samedi, ce théâtre macabre, évidemment, le Cameroun se rappelle que ça fait déjà quelques années que nous sommes en guerre. Je ne vais pas être méchant, mais la réalité est celle-ci. Ce que nous avons vu concernant Kumba, c'est en petite nature ce qui existe dans la réalité. Il faudrait que les Camerounais le comprennent. Nous devons regarder la réalité en face. De plus en plus, les Camerounais doivent s'habituer à ces images. Parce que nous sommes arrivés à un moment mutant de cette guerre où l'armée prenant de plus en plus du terrain, les autres non seulement se radicalisent, mais trouvent des moyens pour s'exprimer, pour exister en posant des coups d'éclat. Souvenez-vous, ce fut déjà le cas avec un enseignant, j'allais dire des enseignants. Ce fut le cas avec notre compatriote Ayafor. Et c'est à dessein que ce qui s'est passé samedi s'est passé dans ces conditions-là. C'est pour ça que... Donc pour vous, il y a un message derrière? Le message est tout simplement clair. C'est un rapport de force. L'État est en train de prendre l'ascendant sur un certain nombre d'éléments dans la guerre, mais les autres aussi en face ne veulent pas se laisser faire. La réalité, elle est celle-ci. Actuellement,
les Camerounais vivant déjà d'autres épreuves, ayant déjà d'autres souffrances et d'autres perturbations, n'aimeraient pas que cette guerre soit un problème de trop, surtout que cette guerre, au nord-ouest et au sud-ouest, a déjà des éléments sous-jacents qui choquent, notamment ces images effroyables, notamment le fait que pendant un bon bout de temps, nos enfants n'iront pas à l'école. Ce n'est pas pour rien que ça s'est passé samedi dans cette école, dans ces conditions. C'est tout simplement pour rappeler à la République d'en haut, je pèse mes mots, j'ai bien dit la République d'en haut, qu'effectivement, eux, ils ne sont pas d'accord avec ce qui est fait. Parce qu'effectivement, cette République d'en bas, elle est fatiguée. Cette République d'en bas veut vivre autre chose. Elle veut vivre dans la paix. C'est pour ça, et je termine par là, nous appelons de tous nos voeux les autorités. J'ai même envie de dire la République d'en haut, pour que finalement, on passe à un autre braquet. Si jusqu'ici, la méthode, les moyens, ce qui a été fait n'a pas marché, c'est le moment de passer à autre chose. Parce que trop de sang a déjà coulé et nous n'avons pas envie d'avoir la certitude au bout du compte que nos autorités se nourrissent du sang de la population. La République doit être debout, elle a attaqué, mais la République doit être debout avec tous ses enfants. Et nous avons l'impression depuis samedi que la République d'en haut a abandonné certains enfants de la République d'en bas. Ok. Serge Bikoy, j'ai interrogé ici maintenant le sociologue. La société a été, on voit depuis samedi comment les Camerounais réagissent face à ce qui vient de Kumba. La société est meurtrie. Absolument, la société est meurtrie par cette violence outrancière qui a sévi notamment à Kumba. Et lorsque vous voyez des images effroyables qui ont circulé justement sur les réseaux sociaux, de même que sur les chaînes de télévision locales, vous constatez véritablement qu'il y a un environnement de peur, de terreur et par conséquent de frayeur qui règne et qui incline les uns et les autres justement à avoir véritablement une espèce d'angoisse existentielle par rapport à tout ce qui se passe. Parce qu'en réalité, nous sommes là dans un environnement de guerre qui sévit justement dans les régions nord et du sud-ouest. Il est question aujourd'hui de présenter une approche triplement explicative, compréhensive et critique. Parce qu'en réalité, on peut avoir un ensemble de déterminants pour justement tenter d'expliquer, de comprendre cela. Tout comme on peut également avoir une approche critique visant davantage à interroger et à questionner l'ensemble des déterminants qui ont été mis en vitrine par les gouvernants, de même que par les différents leaders politiques et entrepreneurs de la société civile, entre autres, pour justement questionner où nous avons justement trébuché. Lorsque je jette un regard notamment sur le plan explicatif, vous vous rendez compte que nous sommes aujourd'hui dans un contexte de guerre entre les protagonistes sécessionnistes, qui sont aujourd'hui catalogués comme des terroristes, comme des séparatistes, et les gouvernants qui ont, à un certain moment déterminé de l'histoire, produit un ensemble de mécanismes de résolution de cette crise-là, même si d'aucuns ont estimé que ces solutions qui ont été justement élaborées et mises à contribution par l'État du Cameroun n'ont pas rencontré forcément l'assentiment des protagonistes. Parce que vous savez bien que au départ, le problème était éminemment socio-économique. C'est quelques mois plus tard que le problème a basculé dans une dimension éminemment politique, où on a parlé de la modalité de refonte de l'État, à travers les différentes approches qui ont justement été mises en vitrine, le fédéralisme, le sécessionnisme, le régionalisme, la décentralisation, entre autres. Tout ça, c'est le point de départ. Maintenant, lorsque l'on jette un regard historiciste sur le plan de l'évolution même de la crise, de 2016 à 2020, vous voyez qu'il y a eu un ensemble de mouvements violents à travers ce qui a été constaté par rapport aux différentes scènes qui ont été vécues. On parlait tout à l'heure entre eux de l'assassinat de Florence Ayafo, on parlait de l'assassinat de Comfort Toumazan, Fédéric, c'était l'enseignant Vountaï, voilà, entre autres. Vous voyez qu'au fur et à mesure que les années s'écoulent, en même temps il y a l'État on dit un ensemble de moyens pour justement contrôler systématiquement l'ensemble des protagonistes sécessionnistes. En même temps, au sein même de ce mouvement terroriste ou bien séparatiste,
il y a des logiques de contournement de la norme qui est prévue. On est donc là dans la diagonale entre l'acteur et le système. Le système représenté ici par l'État prévoit un ensemble de normes coercitives et répressives pour traquer jusqu'au dernier retranchement les sécessionnistes. Mais dans leur base arrière, vous avez également des anti-normes de contournement de la loi qui est prévue par le gouvernement camerounais. C'est pour cela que vous voyez donc que, en fonction de ces mécanismes de contournement de la norme coercitive et répressive, il y a justement un affront dont les populations locales paient aujourd'hui les frais depuis 4 ans déjà. Mais maintenant, interrogeons également ce qui a été mis en vitrine sur le plan critique par le gouvernement camerounais, de même que par d'autres leaders et acteurs sociopolitiques. Est-ce que l'ensemble des moyens mis en œuvre avait relevé à l'entame de cette émission le problème du statut spécial qui, un an après le grand dialogue national, n'est pas opérationnalisé sur le terrain, de manière que l'on puisse percevoir justement un ensemble de modalités permettant de voir l'effectivité de ce statut spécial. C'est vrai, on dirait que c'est après les régionales du 6 décembre prochain que l'on pourrait justement avoir droit à un ensemble d'indicateurs et de déterminants quantitatifs et qualitatifs permettant justement de mettre en vitrine cela. Mais avant, il y a eu également d'autres propositions qui ont été faites. Est-ce qu'aujourd'hui, l'on peut davantage, sous prétexte qu'il y ait un environnement de guerre, succomber justement à l'inhumanisme ou bien à l'inhumanité qui est constatée? Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, au lieu que les uns et les autres se focalisent sur ce que j'appelle les discours stigmatisants ou bien labellisants, parce que vous voyez bien que depuis le week-end dernier, les débats sont clivés. Les uns criminalisent le gouvernement en place. Et même les médias. De même que les médias, pour justement estimer qu'il y a certains qui jouent un rôle négatif dans cette crise-là. Cependant que d'autres criminalisent également les partis politiques de l'opposition, notamment le MSC et les différentes organisations satellites, pour justement parler justement de cette crise-là. On est donc là dans un discours clivant et stigmatisant qui vise à criminaliser l'État du Cameroun et ses affidés, et les partis politiques de l'opposition et leurs affidés. Ça ne va pas résoudre le problème, parce qu'aujourd'hui, il faut que l'on se questionne systématiquement pour chercher à voir quelles sont les solutions ou bien les alternatives nouvelles que l'on peut proposer dans la dynamique de sortie de crise. Si les uns et les autres, c'est-à-dire les acteurs politiques, restent dans la logique d'étiqueter ou bien de labelliser négativement tel ou tel autre, on va rester sur les sentiers battus qui ne vont pas justement nous permettre d'évoluer. Or, aujourd'hui, il est question de re-questionner justement la crise anglophone, le problème anglophone et l'ensemble des déterminants qui visent davantage à nous permettre aujourd'hui de voir est-ce que la solution militaire qui a été davantage mise en vitrine par l'État camerounais n'est pas aujourd'hui obsolète, surannée et donc décadente. Auquel cas, il faut justement penser à une autre solution. Est-ce qu'aujourd'hui, la dimension maximaliste qui prévaut sur le terrain, parce que l'État tient justement à traquer jusqu'au dernier retranchement les sécessionnistes, est-ce que cette dimension-là ne doit pas être révisée pour peut-être convoquer un large dialogue national qui va justement inviter l'ensemble des maillons internes et internationaux? Parce qu'il faut relever que aujourd'hui, si l'on n'arrive pas davantage à résoudre ce problème, est-ce que la solution d'un médiateur international qui est impartial et non partisan ne pourra pas davantage permettre de travailler également avec les acteurs internes pour résoudre ce problème? Parce que, il faut le dire, l'État est déjà dépassé par les événements. L'État est dépassé? Ça, c'est Ouais. votre... Ça c'est ce qui transparaît. Oui. Parce que l'on se voit, 4 ans après ces meurtrissures, il n'y a pas eu quelque chose qui puisse nous permettre aujourd'hui de voir dans quelle mesure on peut sortir véritablement de l'auberge ou bien de l'omnière. Parce qu'en réalité, à un moment, on peut laisser transparaître une accalmie relative. Mais on constate que quelques mois plus tard, les sécessionnistes frappent à nouveau pour justement créer une ankylose, une torpeur, de même qu'une frayeur au sein du bas peuple. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, la société est carrément ankylosée. Voilà, Bambok, il y a quelques jours, c'était le 21 octobre. Tout le monde sait ce que ça représente maintenant. Le 21 octobre, il y a eu ce qu'il y a eu, la catastrophe ferroviaire au niveau des écarts en 2016. Ça fait 4 ans, il y a quelques jours. Et le 24 octobre, quelques jours après, le sang qui coule du côté de Kumba. Octobre, décidément. Oui, à l'entame, je vous ai parlé des buveurs de sang. Je maintiens cela.
Et nous devons faire quelque chose pour évoluer, pour que ces buveurs de sang arrêtent leur sale besogne. C'est ce que nous disons. Et je ne vais pas revenir sur Ezeka. Il y a 4 ans, on a vu ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, même tout ce qu'on a promis là-bas, et rien n'avance. Donc c'est un problème réel. Pourquoi ça rien n'avance? Parce que la majorité des gens évoluent en regardant leur nombril, au lieu de regarder la nuque de la population. Et ça ne pourra jamais faire avancer. Jamais et jamais. Je me rappelle encore, quand il y a eu cette catastrophe des écarts, j'étais l'invité du journal Equinox à l'époque, et on a parlé. J'ai fait allusion aux ancêtres, parce que les ancêtres on ne les corrompt pas. Quand c'est pas logique, c'est pas logique. Même si vous mettez des milliards de francs, ça ne passera pas. Et c'est ça donc. Donc, si on revient donc, j'ai suivi mes copanélistes parler de Soweto camerounais. Alors, il faut comprendre que nous sommes là dans une guérilla. Quand on parle de guérilla, c'est tout autre chose. Et je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée au camp Berthaud pendant qu'on avait interdit l'UPC. Les UPCistes qui étaient à la guérilla ont écrit au commandant du camp Berthaud qu'il sera tué le 31 décembre à minuit, qu'on va l'assassiner. On lui a envoyé le message. Ce jour-là, on a organisé une garde, ici au camp Berthaud, tout le monde connaît le camp Berthaud, on a organisé une garde. Le commandant était dans sa maison, avec son cuisinier qui lui donnait du café de temps en temps. À 23h45, son cuisinier a pris le couteau, est venu égorger le commandant, a fermé la porte, il est sorti. Minuit arrivé, on n'a pas vu de feu, on n'a rien vu. Quand les gardes sont rentrés voir le commandant pour lui dire que il est minuit passé, on a trouvé le cadavre. Ça, c'est la guérilla. À la guérilla, on ne maîtrise personne. Et c'est le cas que nous vivons aujourd'hui. Alors, quand je reviens donc au cas de Kumba, nous savons qu'il y a en réalité 4 camps dans une guérilla. Il y a aujourd'hui les Amba qui sont parmi les gens qui prennent part à cette guérilla. Il y a le pouvoir central, il y a les gestionnaires de cette guerre-là, et puis il y a les bandits opportunistes. Quand on prend ces 4 grands groupes, pour le cas qui est arrivé, quand on analyse la guérilla comme nous on sait le faire, on peut facilement identifier d'où vient le mal. Premier cas, si c'est les Amba qui ont fait le coup, soit ils ne disent rien, soit ils réclament. Pour le cas de Kumba, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas reconnu l'acte. Donc, nous, les analystes de la guérilla, nous pensons que ce n'est pas eux qui sont à l'origine de cela. Alors, on revient maintenant pour les autres camps. Pour le pouvoir central, moi j'ai suivi un de vos invités hier, qui est proche du pouvoir, qui demandait au chef de l'État de prendre les mesures fortes. Et ça, c'est normal pour le pouvoir central, parce qu'il n'est pas aujourd'hui indiqué que ce que André Madimbida avait ordonné dans les années de guerre, de brûler tout le pays Bata, arrive aujourd'hui. Donc il faudrait que l'État trouve un alibi pour que la communauté internationale ne soit pas derrière lui et créer des situations pareilles. Ça, si dans les jours qui viennent, il y a l'état d'urgence qui est créé, il y a les mesures fortes qui sont créées par le gouvernement, ça veut dire que ça pourrait être organisé par le gouvernement central pour essayer de se protéger et organiser la riposte pour finaliser avec cette guerre. Ça peut être cela. Pour le cas des bandits opportunistes, ce qui arrive souvent, si on avait arrêté des gens en otage et demandé le rançon, en ce moment-là, on dit que ça, c'est des bandits opportunistes qui profitent de cette situation pour se faire de l'argent.
Est-ce qu'il y a eu des otages arrêtés? Je pense que non. Est-ce qu'il y a eu des rançons demandées? Je pense que non. À ce moment-là, on retire encore cela. Le dernier cas, c'est les entrepreneurs de guerre qui peuvent s'organiser pour amplifier la guerre, pour qu'on augmente leur budget pour pouvoir gérer cette situation de temps en temps. Alors, quand on analyse ces 4 cas, chacun peut comprendre aujourd'hui qu'il reste 2. Les entrepreneurs de guerre, soit l'État central. C'est les 2 cas qui restent. Et attendons donc de voir les jours à venir. S'il y a des mesures fortes qui sont prises par l'État, on peut facilement comprendre où est-ce qu'on va. Et si ce n'est pas fait, on peut aussi comprendre que les entrepreneurs de guerre veulent encore se faire des sous. Voilà un peu globalement une analyse que je peux faire par rapport à la situation qui se passe à Cuba. Ok. Edmond Kouyaté, justement, maintenant, vous avez un message des personnes par rapport à cette guerre? Serge C'est Alain, qui ces personnes? Non, à l'occasion de... Alors, je vais dire, depuis que cet triste événement est arrivé, j'ai eu l'occasion d'entendre les uns et les autres. Oui, et puis j'ai ce soir particulièrement envie d'interpeller certaines personnes. Les premières personnes, je vais citer leur nom, ce sont ceux-là qu'on appelle les activistes qui sont à l'étranger et qui chaque jour essayent un peu de mobiliser les moyens pour nourrir cette guerre. Il y a Chris Agnew, il y a Eric Tato, il y a Ebenezer Akwanga. Ils sont nombreux, les autres vont se reconnaître. J'ai essayé de regarder la page de Eric Tato, qui est l'un des, je vais dire, il est assez fougueux. C'est des personnes qui nourrissent cette guerre. J'ai regardé sa page, il avait posté une belle photo de lui avec sa femme et il disait justement qu'il aimait sa femme parce qu'elle lui a donné 6 enfants, parmi lesquels des jumeaux. Mais j'ai envie de lui demander, monsieur Eric Tato, vous êtes bien couché à l'extérieur, vous affichez tous les jours des photos de vous avec vos enfants bien au chaud, mais chaque jour, vous mobilisez des moyens, vous faites des directs pour demander aux gens de durcir la guerre, de commettre davantage de dégâts au nom d'une séparation que vous réclamez. J'ai envie de lui dire, monsieur Eric Tato, lorsque la France était occupée, De Gaulle s'est retrouvé en Afrique, c'était pour prendre les Africains pour aller sauver la France. Vous ne pouvez pas quitter votre pays, aller vous réfugier à l'extérieur où les gens ont donné de leur sang, de leur vie, de leur sueur pour construire leur pays. Mais lorsque vous allez vous réfugier, au lieu de trouver les moyens pour construire le vôtre, vous cherchez les moyens pour détruire notre pays. Si M. Eric Tato pense que cette guerre, elle est justifiée, qu'il vienne avec sa famille s'installer à Bamenda, on va faire cette guerre ensemble. S'il pense que la cause qu'il défend est si noble que ça, qu'il ne reste pas dehors, continuer, n'est-ce pas, de raviver la flamme. Qu'il vienne avec sa famille. Quand il aura perdu, comme cette pauvre femme qui a perdu, du coup, 4 enfants, quand il aura perdu un seul enfant, il va nous dire si la guerre est une bonne ou une mauvaise chose. C'est valable pour Ebenezer Akwanga, c'est valable pour Chris Agnew, c'est valable pour tous ceux qui ont fait de cette guerre un fonds de commerce. Parce qu'ils mobilisent beaucoup de moyens. Ils disent, ils prétendent envoyer tout ça ici, mais nous savons très souvent ce qu'ils font de cet argent. Il faut qu'ils arrêtent. Vraiment, il faut qu'ils arrêtent. Les Blancs sont venus nous chercher ici pour aller construire leur pays. Mais les autres vont chez les Blancs pour trouver les moyens pour détruire notre pays. Il faut qu'ils arrêtent. J'ai également suivi, et ça c'est le message aussi pour ces gens-là, sur ce plateau même, des va-t-en-guerre, des discours très va-t-en-guerre, et même très radicaux. Des gens qui estimaient que même si la guerre doit prendre 40 ans, il faut la mener, il faut la gagner. Mais c'est une aberration de dire qu'on gagne une guerre. Est-ce qu'on gagne une guerre? J'ai même entendu pousser le bouchon très loin de dire à tout prix et à tous les prix. Mais mon Dieu, quand vous faites ça, c'est parce que vous avez la possibilité, après avoir dit ça, vous avez la possibilité de vous mouvoir calmement, d'aller chez vous, embrasser vos enfants, de vous coucher calmement, dans la paix, dans la tranquillité, et de vous lever le matin. Est-ce que quand vous le dites,
vous pensez à ces femmes qui, n'est-ce pas, se couchent tous les soirs en se demandant est-ce que nous allons nous réveiller le matin? Est-ce que vous pensez à tous ceux-là qui, au nord-ouest, au sud-ouest, chaque jour, lorsqu'un cafard se balade dans le plafond, ils ont la peur de leur vie. Ils sont prêts à avaler leurs poumons en se disant l'heure est arrivée. Est-ce que vous avez pensé à tout cela? Donc vous voulez maintenir les gens dans cet état de psychose avancée pendant 40 ans pour démontrer quoi? Vous voulez démontrer quoi? Que vous êtes trop fort? Je voudrais que ceux qui tiennent ces discours de va-t-en-guerre, qu'ils montrent l'exemple, qu'ils aillent se faire enrôler et qu'ils aillent dans le chaudron de la crise. Parce qu'au-delà de ces enfants que nous pleurons aujourd'hui, de ces femmes qui souffrent, il y a également que nous ne devons pas perdre nos soldats comme ça. Nous sommes à combien de soldats que nous avons perdus? Si jamais nous sommes encore surpris par un phénomène comme le Boko Haram, qui est-ce qui va aller nous défendre? Nous avons déjà perdu près de 1000 soldats là-bas. Pensez que c'est normal? 1000 soldats tués, pourquoi? Ce n'est pas le Nigeria qui nous a envahis. Ce n'est pas la guerre de Bakassi. Ce n'est pas la guerre contre Boko Haram. Mais on perd 1000 soldats tués par nos propres frères. Est-ce que ça fait du sens? Et puis il y a des gens qui vont vous dire on ne peut pas dialoguer, on ne doit pas dialoguer. Quelle hérésie! Vous croyez qu'on dialogue forcément pour ces terroristes-là, pour ceux-là qui ont perdu la raison, pour qui la raison n'existe plus et qui le démontrent, qui ne s'imposent plus de limites dans leur laboratoire d'expérimentation de l'horreur? C'est pas pour eux qu'on dialogue. On dialogue pour ces familles-là qui ont perdu ces enfants. Parce que, mettez-vous, Serge Alain, nous sommes quand même dans un pays terrible. Je n'ai entendu personne de tous ceux qui disent, tous ces va-t-en-guerre là, je n'ai entendu personne demander qu'on mette en place une cellule de prise en charge psychologique. Parce que vous savez que des atrocités comme celle-là, ça laisse des traumatismes sérieux, n'est-ce pas, sur ceux qui restent, sur ceux qui ont perdu. Il y a un monsieur, c'est un pasteur, qui a cherché l'enfant pendant 10 ans et qui avait son fils unique, qu'il a perdu dans ces événements. Et bon, il y a justement un communiqué du ministre de la Santé qui dit il y a une mise en place d'une cellule d'écoute et d'assistance psychologique à l'endroit des familles et proches des victimes durement éprouvées. Voilà, l'envoi également d'une équipe pluridisciplinaire constituée de psychiatres, de psychologues auprès des familles en vue d'une prise en charge et d'une assistance psychologique appropriée. C'est tant mieux. C'est ce que moi je réclame. C'est aujourd'hui, 26 octobre. C'est tant mieux. Le ministre de la Santé publique. C'est ce que je réclame depuis samedi, parce que c'est important. Alors je dis, c'est pour ces gens-là, ces familles-là, qui ont perdu, pas seulement ceux de samedi, mais ceux qui ont perdu femmes, enfants, maris, tout cela. Si on laisse ça, on va rentrer dans une spirale de vengeance et de rancœur, telle que ceux-là feront de même pire parce qu'ils veulent venger les leurs. C'est pourquoi nous disons que non, toutes les guerres finissent là où elles auraient dû commencer, c'est-à-dire autour d'une table. Et donc nous pensons, nous disons qu'il faut trouver une solution négociée parce que ce problème il est devenu politique et au problème politique il faut apporter des solutions politiques. Et la solution politique ici, c'est au moins s'asseoir autour d'une table. Aujourd'hui, nous savons au moins qu'il y a une entité qu'on peut dire, entre guillemets, officielle qui représente ces gens. Ils sont en prison. Pourquoi on ne peut pas négocier avec eux, trouver une solution, quitte à bannir ceux-là qui sont à l'extérieur et qui continuent, n'est-ce pas, justement... Le rapprochement a commencé, il est là. Le rapprochement a commencé, mais il est sapé, il est torpillé à tout moment. Nous avons vu quelque chose qui avait commencé et c'est pour ça que j'ai également un doigt accusateur sur certaines personnes qui sont dans l'appareil gouvernemental. Parce que vous savez, la résolution à cette crise doit arriver avec une chose fondamentalement, la volonté politique. Y a-t-il aujourd'hui une volonté politique de mettre fin à cette guerre? Voilà, je m'interroge. Voilà, je pose cette question à Eric Gombi au regard de ce que, bon, avec votre expérience, 4 ans déjà, il y a une réelle, vous pensez qu'il y a une réelle volonté
de sortir de l'auberge? Vous savez, lorsqu'on parle du Cameroun, il faut qu'on se rappelle sans cesse que l'État du Cameroun est né dans la violence. C'est-à-dire, c'est un ADN, c'est un génotype, la violence. Ce qui fait en sorte que les rapports de l'État avec les administrés sont en général des rapports violents. Aujourd'hui, lorsque vous regardez l'interdiction des manifestations ou encore d'autres initiatives qui tendent à bâillonner la parole, ce sont des initiatives qui caractérisent un État qui s'est toujours exprimé par la violence. Souvenez-vous que beaucoup de nos dirigeants ont hérité le bâton, j'ai envie de dire, du maître colon, si je devrais l'appeler ainsi. Ce qui fait en sorte que le comportement, les habitudes, les routines de la République d'en haut sont des tendances qui visent à bâillonner une population qui aimerait s'exprimer. C'est ça la réalité. Ce que nous vivons aujourd'hui avec l'interdiction des marches sont purement l'expression d'un État qui est foncièrement violent. C'est de ça dont il s'agit. Et on peut prendre quelques exemples à dessein. Qu'il s'agisse évidemment de la loi de la subversion de 1962 qui disait notamment que tout sympathisant à l'égard de l'UPC serait puni de... On comprend très bien que nous sommes dans un environnement où on bâillonne, on enchaîne. Et si jamais quiconque voudrait faire ceci ou cela, on utilise le bâton. Autre chose dans l'analyse, il faut clairement se rappeler que nous sommes dans un environnement où la peur a pris quartier et que de plus en plus les populations semblent comme enchaînées elles-mêmes. On vit des scandales qui ne scandalisent plus personne. Le Camerounais doit apprendre à s'indigner. Aujourd'hui, avec les événements de Kumba, il faudrait qu'on se pose la question. Mais si demain, ça se passe au marché Mokolo, si demain, ça se passe au marché d'Eido, avec d'autres personnes, avec d'autres victimes, puisque ça peut arriver. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, indignons-nous, mais il faut regarder beaucoup plus loin en se disant que ce sont les morts de trop. Et certainement, ces morts devraient être les tout derniers parce que nous décidons désormais d'ouvrir une autre page. Mais ce serait difficile, étant donné que l'État est foncièrement violent. Mais nous espérons qu'un sursaut viendrait, mais surtout que la population s'exprimant, que la République d'en haut décide finalement de changer de braquet. Bien qu'il faut le préciser, les intérêts concernant la crise anglophone sont extrêmement importants parce que ça implique énormément d'acteurs internationaux. C'est aussi ça la complexité de ce problème. Voilà, Serge Bikoy, le président de la République, a adressé ses condoléances à la communauté cette journée-ci, à la communauté éducative de la région du Sud-Ouest à travers un télégramme au gouverneur Bernard Kaliabila, gouverneur de la région du Sud-Ouest. Oui, il condamne avec la plus grande fermeté ce crime barbare et lâche envers des enfants innocents. Président de la République. Oui, c'est un message de condoléance que nous avons tous suivi aujourd'hui, qui vise davantage à apaiser cette atmosphère de tristesse, de mélancolie qui règne justement dans le Sud-Ouest, notamment chez les familles qui sont littéralement meurtries. Mais vous savez, lorsque l'on est un dirigeant principal, l'on s'attend également à ce que hier, au-delà de ces messages que l'on peut considérer comme symboliques, qu'il y ait quelque chose de plus fort, de plus marquant, de manière que les populations puissent savoir que oui, le dirigeant principal a pris véritablement le problème à bras le corps. Quelque chose de plus fort, c'est quoi? Oui, par exemple, le chef de l'État peut, par exemple, descendre là-bas, se décider à descendre justement à Kumba pour justement aller réconforter les familles. Vous savez, depuis 4 ans que la crise sociopolitique et sécuritaire sévit dans les zones nord du Sud-Ouest, le chef de l'État n'a pas encore mis ses pieds là-bas. Et ça pose, vous savez, ça nous permet d'abord de nous interroger, parce qu'en réalité, on a besoin, c'est le père de la nation, pour parler trivialement, en fonction de cette métaphore. Si est-ce que déjà le timing, les événements survenus le 24 octobre, oui, et c'est le 26 que le président adresse pour vous, ça pose un problème? Nous sommes tard, c'est tôt, nous sommes dans le timing, nous sommes dans la réflexion sur le timing. Ça pourrait arriver le même 24 en fonction de l'urgence. Vous savez qu'il y a des pays où tout est présenté de manière que l'on puisse davantage agir dans l'urgence. Mais si quelques jours après, ça arrive quelques jours après, on peut également se questionner. Bon, est-ce qu'au-delà de ce message-là, on ne peut pas faire autre chose de plus marquant, de plus fort, tel que je le dis? Oui. Parce qu'en réalité, on est là dans
l'optique de pouvoir susciter une dynamique d'apaisement auprès des populations locales. Oui, on a suivi le message, et puis quoi après? C'est la question que les uns et les autres peuvent se poser. Et c'est la raison pour laquelle, en arrivant par exemple sur les lieux, pour justement toucher après le corps le problème, on peut davantage avoir l'impression que oui, il y a déjà au moins un début, un pas qui a été franchi par rapport à la réflexion sur le problème qui se pose avec l'acuité justement dans ces zones anglophones. Parce qu'en réalité, on ne voudrait pas avoir, lorsqu'on relevait tout à l'heure la fracture entre la République d'en haut et la République d'en bas, ça nous permet davantage de constater qu'il faudrait véritablement qu'il y ait justement cette conciliation-là entre ces personnalités d'en haut et ces catégories sociales du bas peuple qui veulent davantage avoir l'impression que oui, le leader d'en haut est venu se rapprocher de nous de manière à pouvoir voir dans quelle mesure on peut trouver des solutions ensemble pour remédier à ce problème-là. Voilà, les républiques naissent sur ce plateau tout le temps. Après la république exemplaire en construction, on a ce soir la république d'en haut, la république d'en bas. C'est toujours du côté droit. Parce que ça soit toujours toujours qu'on salue au passage. Bon, pour vous Bombok, il fallait quand même, le président, ce message de réconfort aux familles. En fait, ça fait quand même 38 ans au moins qu'il est là. Nous savons comment le président fonctionne. Et moi, je n'attendais plus ce message parce que j'ai vu Non, ça dit, c'est pas le président de la République. Non, mais j'ai dit, comme c'est lui qui parle pour le gouvernement, dès qu'il est sorti, je me suis dit, c'est suffisant. Moi, c'est surprenant que 2 jours après, qu'on ait un fax du président pour ce genre. Donc, c'est appréciable. Donc, s'il pouvait... Mais en même temps, il y a des gens qui disaient que non, le président n'a pas encore réagi. Maintenant qu'il réagit, qu'est-ce qu'on veut à la fin? Non, les gens l'ont dit parce que les gens parlent toujours. Les politiciens parlent toujours. Il faut toujours trouver quelque chose qui ne va pas. Mais moi, je dis... Si le président de la République a réagi 2 jours après, c'est un effort qu'il a fait, ça veut dire que le problème est très grave. Un effort? Oui, il a fait un effort, ça veut dire mais puisqu'on sait qu'il ne réagit pas le plus souvent, mais s'il a réagi 2 jours après, ça veut dire que le problème de combat est très grave. Il faut le prendre au sérieux. Ok. Bon. Non, la réalité c'est que la réaction du président devrait être prompte face à un problème comme celui-là. On ne se serait même pas seulement attendu à, je vais dire, à un tweet, à un message, mais on se serait même attendu à une adresse, même à la nation, qu'ils prennent parole, parce que c'est quand même assez lourd ce qui s'est passé. On a atteint la vie dans son, je vais dire, dans ses fondements. Donc on a atteint la société dans ses fondamentaux également. Et donc je pense que ceux qui estiment que le président aurait dû être un peu plus prompt et même, pourquoi pas le même jour, lui-même s'adresser à la nation, je ne pense pas qu'ils ont tort. Il a fait un peu plus tard, il a fait quand même, on attend mieux que ça parce que les sorties de ses ministres, par contre... Merci. Voilà, c'est dans un instant l'heure du journal et vous pouvez le voir à l'écran. Elle est là, JBB, Julien Berthe Bissaï. 2 titres au menu ce soir. Bonsoir JBB. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Equinox Télévision. Attaque meurtrière à Kumba dans le sud-ouest. Une avalanche d'indignation traverse le Cameroun et même le monde entier. Le président de la République, Paul Biya, la conférence épiscopale nationale du Cameroun, des hommes politiques, des membres de la société civile condamnent cet acte odieux qui a arraché la vie à 7 élèves de la Moda Bilingual School à Kumba dans le sud-ouest samedi dernier. C'est le dossier du 20h. Et nous resterons toujours dans le cadre ou le chapitre de l'insécurité autour des écoles. Nous reviendrons sur cette tentative d'enlèvement d'élèves dans un établissement scolaire dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Les présumés malfrats qui exigeaient une rançon ont été interpellés par les forces de maintien de l'ordre. Serge Alain. Voilà, j'adore la formule. On a failli enlever des élèves, encore une fois de plus. Merci JBB. Dans un instant, dans une trentaine de minutes, ce sera Equinox Soir. Deuxième partie, le temps du débrief. Et tout de suite après, ce sera dans quelques instants, madame, messieurs, ce sera la première édition Bassin du journal de Julien Berthe Bissaï.